Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de participer à cette réunion. J'ai participé à beaucoup de réunions sur quoi? Sur les Basques, sur le problème basque, sur les problèmes du Pays basque. Beaucoup de réunions franco-françaises. C'est un très bon signe, ça. Les dieux me sont favorables. Ah non, mais si vous vous en mêlez, je suis cuit, là. Touchez plus à ma carte de visite, là. Des réunions franco-françaises, des réunions très internationales, des réunions très bilatérales, franco-espagnoles. Et le plus souvent, c'était des réunions ou des conférences politiques ou policières, ou même qui avaient un aspect militaire, tant le problème des armes était évoqué, des armes, des armements, etc. Aujourd'hui, la conférence, le titre qui a été diffusé, conférence humanitaire. Heureusement, assez d'années ont passé, et ces dernières années en particulier, pour qu'on puisse se concentrer sur le problème humanitaire qui concerne des centaines de familles, des centaines d'individus aussi, soit des prisonniers, soit des familles, des enfants, des malades, etc. Et j'insisterai là-dessus parce que c'est ce qui me paraît à la fois le plus urgent, le plus possible, le plus facile à mettre en œuvre sans pouvoir subir aucune critique. Alors, il ne faut pas abuser de l'histoire, mais on ne peut pas s'en passer. Mon père était au cabinet de Pierre Cot pendant le Front populaire. Il fait partie de ceux qui ont fourni, contre les décisions officielles, quelques avions, trop peu d'avions, aux républicains espagnols pour répondre, pour lutter contre Franco et ses alliés nazis et fascistes. Et donc j'ai été élevé dans le souvenir de la guerre d'Espagne. Pourquoi? Parce que ça a marqué toute une génération, y compris que la guerre d'Espagne, elle était suivie par la Deuxième Guerre mondiale, où les nazis ont mis en œuvre des mesures qu'ils avaient expérimentées, en particulier en un lieu que les Français connaissent bien, à cause du peintre Picasso, mais très peu savent qu'il est au Pays basque, Guernica. Guernica, c'est en Espagne, oui, c'est au Pays basque, à côté de Bilbao. Et des dizaines d'avions allemands, des Junker 52, et italiens aussi, ont bombardé Guernica en alternant des bombes. Je suis officier de l'armée de l'air, c'est pour ça que j'en parle en détail. Bombes explosives et bombes incendiaires, qui fait qu'au bout de quelques heures, la ville de Guernica était détruite à 70 ou 75%, et des centaines de morts. Alors on discute sur le nombre de centaines de morts, beaucoup de morts. Et Picasso a peint cette énorme toile Guernica, qui a été d'ailleurs exposée à Paris en 1937. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Quand j'étais officier dans l'armée de l'air en Algérie, en 59-60, j'étais sur la base aérienne de Colomb-Béchar, je suis arrivé, je suis tombé sur une douzaine de Junker 52 qui a été piqués aux Allemands après la guerre. C'était ceux qui avaient été utilisés pendant la guerre d'Espagne. C'était, en 1959, c'était tellement étrange de se trouver devant ces appareils. On appelait des bombardiers lourds, à l'époque c'était des bombardiers très légers pour nous, c'était des bombardiers lourds en 1930 et quelques. Ils pouvaient transporter jusqu'à 1500 kilos d'explosifs ou de bombes. C'était des appareils expérimentaux. Ils étaient très bons, ils volaient très bien, ça ressemblait à des 2 chevaux à moteur et 3 moteurs. Plus on disait en plaisantant, plus il y a de sable, mieux ça vole. C'était très étrange de se trouver devant ces appareils dont j'avais entendu parler, enfant, en me disant, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était la fin de la guerre d'Algérie. Or, depuis lors, les Français ont souvent été dans une très grande incompréhension sur ce qui se passait au Pays basque. Car quand l'Espagne est redevenue une Espagne démocratique, que le système des autonomies a se développé et que des statuts, y compris des statuts différents par la Catalogne, l'Andalousie, Valence. Pourquoi est-ce que les Basques, pourquoi est-ce qu'au Pays basque, c'est pas déclenché, c'est continué cette violence que nous avions quand même tous salué lorsqu'en 1973, je m'en souviens, la voiture blindée de Carrero Blanco
s'est envolé littéralement pour passer par-dessus des immeubles, tellement la charge d'explosifs était puissante. À l'époque, les terroristes, comme on dit dans beaucoup de circonstances, qui avaient accompli cet exploit du point de vue, au moins du point de vue dynamométrique, apparaissaient comme des héros. Mais ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on n'a pas senti, ce qu'on n'a pas su d'ailleurs, c'est qu'au fond l'histoire de l'Espagne est une histoire très violente, comme l'histoire de France, mais que autant la France s'est illustrée par ses guerres extérieures, ses expéditions, ses conquêtes, autant l'Espagne s'est caractérisée par ses luttes intérieures, depuis les guerres carlistes qui étaient liées au problème du pouvoir central et des autonomies et des pouvoirs locaux jusqu'aux crises politiques, purement politiques, qui apparaissent comme dans la Catalogne, dont aujourd'hui les Français étonnés se disent mais au fond, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Et dans l'Europe d'aujourd'hui, où l'Écosse a refusé le référendum pour l'indépendance, où depuis longtemps l'Irlande a conquis son indépendance, en partie par la lutte armée. J'étais ouvrier agricole en Irlande dans les années 50, 51, 52, 53. Je n'étais pas membre de la Irish Republican Army, mais ils m'auraient embauché facilement. Donc depuis cette époque où l'Europe a été traversée de secousses dans tous les sens, l'histoire basque nous concerne directement pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un Pays basque en France. Il y a même eu un débat politique en France à un moment donné qui avait été tranché, contre mon avis d'ailleurs, pour la création d'un département basque. Je vois quelques sourires dans la salle, ce sont des experts. Est-ce qu'il fallait ou non créer un département basque? Ça se discute. Aujourd'hui, on fusionne un peu les départements et les régions. Je pense que la question de... En revanche, les autonomies locales, j'ai toujours été pour, et d'ailleurs, c'est moi qui ai recréé un Bilzar au Pays basque français, lorsque j'ai découvert dans un tract d'autonomistes basques français qui se plaignaient de la nuit du 4 août. Vous savez pourquoi ce tract dénonçait la nuit du 4 août? J'étais très étonné, j'ai fait une enquête, pas de police, mais d'histoire, j'étais au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est que la nuit du 4 août a aboli les privilèges de la noblesse, du clergé, mais aussi les privilèges de villes, de régions, voire de vallées des Pyrénées. Et cette idée de l'autonomie locale jusqu'au statut des packages, des taxes locales, des troupeaux, des droits de passage, est quelque chose qu'on a du mal à apprécier en dehors d'une société rurale antique, Grèce. Quel rapport avec le Pays basque? Mais il existe ce rapport, c'est que les tensions entre le Pays basque et le pouvoir central sont extrêmement anciennes. Alors pourquoi est-ce que ça a tourné au drame et à la situation qui dure encore par les conséquences, même si elle a été complètement transformée par le fait que depuis maintenant quelques années, peu d'années, l'ETA, par une décision de l'Union européenne, ne figure plus sur la liste des organisations terroristes. Je pense que vous savez que c'était publié au journal officiel de l'Union européenne. Je l'ai vérifié ce matin avant de partir, le 27 janvier 2009. Donc du point de vue de l'Europe, des puissances démocratiques d'Europe, une page a été tournée. La conférence d'Ayété à laquelle j'ai participé avec, en effet, Kofi Annan et un leader historique de l'Irlande républicaine et quelques autres personnes, a été un moment d'espoir et de confiance qui a été suivi quand même d'une décision politique ou militaire ou politico-militaire, appelez ça comme vous voudrez, qui fait date. La feuille de route. Comment? La feuille de route. Et dans tout un processus que vous connaissez pour la plupart très bien. Alors, il est vrai que j'ai aussi participé à une collaboration intense avec le gouvernement espagnol de Felipe González, avec mes collègues Barrio Nuevo, Corcuera, une collaboration, vous voyez, je bredouille. Pas toujours facile, parce que lorsque nous découvrions que les mesures de contre-terroristes utilisant des voyous, des gangsters, des bandits, étaient financées par le gouvernement espagnol, par mes amis du gouvernement espagnol, compañero, on peut le dire, Felipe González,
j'ai mis en place les tables et les chaises pour la création du Parti socialiste à Suresnes, quelques années auparavant, quand ils étaient... Et quand on a découvert ça, nous étions indignés. Et Michel Rocard, qui a envoyé ce message, était parfaitement au courant de tout que vous ne saurez pas. Car vous ne connaîtrez de cette affaire que ce qui est sorti dans quelques affaires judiciaires qui ont été traitées parfois par la justice française, davantage par la justice espagnole, puisque, voilà, c'est ça la solidarité et les conséquences politiques. Barrio Nuevo a payé cher, et Vera, Rafael Vera aussi. Alors ces pages sont tournées depuis pas très longtemps. C'est vrai, pas très longtemps au regard de l'histoire, au regard d'une vie d'homme, même d'un homme âgé comme moi. Mais elles sont tournées. Il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui, un des problèmes les plus aigus, il y en a deux, évidemment, c'est les hommes et les armes. Alors, les armes, c'est très compliqué. Je ne vais pas raconter ma vie, mais il se trouve que je connais un peu toutes ces questions. C'est très compliqué, mais je pense que si ce problème est difficile à régler, en raison du nom, de la nature, de la qualité, et aussi de l'emplacement où se trouvent, où se trouveraient, où se sont trouvés, où se trouvent peut-être, ou ne se trouvent peut-être plus un certain nombre. Ce sont des choses très difficiles à régler. Pour vous amuser, je vais vous raconter une histoire. Quand Defferre était président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, de l'autre côté de la rue, j'étais vice-président. J'étais même un peu son adjoint. Il m'appelle un jour, je dégringole de mon bureau dans le sien, il me montre sur son bureau 2 pains de plastique, un peu plus gros que ça, mais vieux. Hein. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as ça là? Parce que je sais ce que c'est que du plastique. Et je sais ce que c'est que du plastique vieux, parce que c'est un explosif instable au bout de... Et il me dit, c'est Irma Rapuzzi qui m'a apporté ça dans son sac à main tout à l'heure. Irma Rapuzzi, c'était une sénatrice socialiste de Marseille. Elle est arrivée, son sac sur ses genoux, elle me dit, Gaston, on a vidé l'appartement qu'on avait à Marseille pour nos réunions pendant la Résistance, on a tout vidé, mais dans le placard où il y avait des papiers, des documents, des tracts, on a tout viré, je suis tombé là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Alors Gaston me dit, je lui dis, écoute, attends, il a mis ça dans son tiroir, et il m'a appelé. Et il les a sortis devant moi. Et moi, je ne suis pas un naturel très trouillard, mais quand même, du vieux plastique, je me méfie. C'était du plastique qui datait de l'époque où Defferre, Rapuzzi et quelques autres se livraient à des activités qualifiées de terroristes, hein, par les nazis. Alors je dis, écoute, c'est pas compliqué, on appelle le déminage, on appelle le préfet de police, il y a un service à préfecture, on appelle le déminage, ils se chargent de ça, et si on leur demande poliment, on donnera des explications plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour vous dire que ces questions d'armes, d'armement, d'explosifs, de règlement, sont très compliquées à régler, et que lorsqu'il y a eu un conflit aussi violent, aussi brutal... Excusez-moi de vous couper la parole, madame. Mais c'est du sabotage. Mais ce sont des questions qu'on peut résoudre. On en a connu de plus difficiles. On en connaît de pires. Les problèmes d'armement difficiles à résoudre à travers le monde, sur les bords de la Méditerranée, pour les années qui viennent, ils sont énormes, gigantesques. Comme vous le savez, sans parler pas seulement de la Libye, mais dans l'ensemble. Celui-là, il est circonscrit, limité. C'est une question de volonté politique. Et je pense que le traitement de la question humanitaire, elle n'est pas seulement légale, parce que des lois d'amnistie, il y en a eu, dont certaines d'ailleurs ont provoqué des crises, comme vous savez, mais le traitement de la question humanitaire de centaines d'hommes, parfois de femmes, de familles qui sont concernées par cette question des prisonniers, à mon avis, 8 minutes. Tu as du temps. Comment? On te donne du temps en plus. Ah, parce que tu trouves que ce que je dis commence à devenir intéressant. C'est pour ça que dans les 8 minutes. C'est rare à l'Assemblée en général. En général, on vous dit, vous arrêtez, là, on prolonge. Je ne vais pas abuser parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont beaucoup de choses à dire. Je pense que régler cette question-là le plus vite possible, ce n'est pas seulement une question humanitaire. C'est une question humanitaire, y compris pour certains cas dont j'ai lu les dossiers, des malades, des gens, des familles, etc. Mais ce n'est pas seulement une question humanitaire. Ça devient une question politique.
Parce que après cette évolution lente, continue, à une période extrêmement tragique. Moi, je me rappelle les conversations avec Barrionuevo, Corcoran, qui disaient, on le savait, des centaines de policiers, de gardes civils ou de juges ou de personnel de sécurité en Espagne, des centaines qui ont été tués par des attentats individuels ou par des attentats à la bombe, des centaines, et parfois des familles. Donc il y a eu beaucoup de sang, beaucoup de violence, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'oublier. Mais à partir du moment où cette période d'une grande violence est terminée, où ceux qui avaient des responsabilités dedans ont exprimé et manifesté et leur volonté et leur capacité de faire que cette période soit close, alors je pense que le devoir, vous dites de la société civile, non, de la société tout court, c'est d'essayer de jouer le rôle qui peut être joué aujourd'hui, comme ça s'est fait ailleurs. Quand j'ai évoqué l'Irlande, qui est un pays cher à mon cœur, où j'ai été très jeune, l'Irlande, ça a été un problème qui a duré beaucoup plus longtemps, qui s'est traduit par une situation encore plus tragique, si l'on peut dire, parce que l'Irlande est un pays qui a d'abord été victime de la famine organisée par les landlords anglais. La grande famine d'Irlande, comme toutes les grandes famines, c'était un phénomène politique. Donc l'Irlande a vécu d'une histoire d'une violence incroyable depuis le début du XIXe siècle, et pendant plus d'un siècle, l'histoire de l'Irlande, c'est l'histoire de la violence et de la lutte pour l'indépendance de l'Irlande. Et aujourd'hui, je ne dis pas que c'est oublié, on n'a pas oublié la façon dont Mme Thatcher s'est conduite envers un certain nombre de prisonniers, on n'a pas oublié tout ce qui a pu se passer. Mais je pense qu'il y a les bons exemples et les mauvais exemples. Tout à l'heure, vous avez entendu un message de Rocard avec lequel Joannet, moi-même et quelques autres, nous avons participé à tenter apparemment à réussir de réduire un problème de grande violence. Je pense qu'en ce qui concerne l'objet de cette conférence, c'est-à-dire encore une fois la paix au Pays Basque, conférence humanitaire, un élément de consolider la paix qui semble acquise, c'est de régler, de traiter, d'avancer sur le problème pour commencer des prisonniers. Voilà, merci pour votre attention.